la vérité, à la recherche de la vérité. La Russie estime que la France veut continuer sa colonisation des ex-colonies. Donc la Russie accuse la France de maintenir euh, une situation coloniale et de ne pas respecter les populations locales. Donc là, en l'occurrence, la Russie fait référence à ce qui se passe en Martinique et en Guadeloupe, mais de façon plus générale, parce qu'il me semble, je ne suis pas sûr, il faudrait que je vérifie, mais il me semble que déjà lorsqu'il y avait eu les échauffourées en Kanaki, hein, donc ce que les gens connaissent sous le nom de Nouvelle-Calédonie, euh, la Russie était déjà intervenue en faveur de la Nouvelle-Calédonie. Alors évidemment, les médias français vont vous dire que les Russes sont des hypocrites, qu'ils essayent de se redorer le blason, mais ce qui est certain, c'est que la Russie n'est jamais venue en Afrique pour faire des colonies. Hein. Dans la période coloniale, les puissances européennes sont quasiment toutes venues en Afrique pour faire des colonies. La Russie n'est pas venue pour faire des colonies. Et je ne suis pas en train de dire que les Russes sont des saints ou quoi que ce soit, mais sur cet aspect bien particulier de la colonisation, bah, force est de constater que la Russie n'est pas venue faire des colonies en Afrique. Pour avoir été en Russie, pour pouvoir vous dire que le racisme existe évidemment en Russie, euh, mais je dirais que c'est un racisme d'une certaine manière assez franc. Les gens ne vont pas tourner autour du pot. Si ils aiment pas votre gueule, ils vont vous le dire tout de suite. Et à la limite, je trouve que c'est beaucoup plus honnête, beaucoup plus clair, comme ça. Et d'un autre côté, il faut savoir que du temps de Pierre le Grand, celui qui a fondé la ville de Saint-Pétersbourg, ben, il faut savoir que il était, alors je sais plus dans quelles circonstances ça s'est passé, donc je parle de ça, c'était au XVIIe siècle, je dis pas de bêtises, on va aller sur Wikipédia pour vérifier, parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Alors, Pierre le Grand, alors là, ils ont présenté comme pirate. Non, c'est pas lui, Pierre le Grand. Voilà, Pierre le Grand, c'était le tsar. Voilà. Il y a un écrivain très connu en Russie, très respecté. Il y a même un aéroport, je crois, qui porte son nom. C'est Pouchkine, Alexander Pouchkine. Et Alexander Pouchkine, en fait, vous allez voir. Alors, où est-ce qu'il parle de lui? Ou sinon, peut-être je devrais taper directement Pouchkine, ça serait Pouchkine. Vous allez comprendre pourquoi je fais ce petit détour. Alors en français, je sais pas comment ils écrivent, Alexandre Pouchkine. Ah, ils n'ont pas mis de E, d'accord. Pouchkine comme ça. Voilà, donc Alexandre Pouchkine, en russe Alexander Sergeyevitch Pouchkine. Voilà, donc Alexandre Pouchkine est à Moscou dans une famille de la noblesse russe, relativement aisée, féru d'art et de littérature où l'on parle français. À 10 ans, il lit Voltaire et La Fontaine. Par sa mère, Nadiejda Osipovna Pouchkina, une des beautés de Saint-Pétersbourg, il descend d'une des familles des plus brillantes de la noblesse au service de services institués par l'empereur Pierre Ier, remontant à Hannibal Abraham, son arrière-grand-père, africain, esclave affranchi, par Pierre le Grand. Voilà. Donc pendant que les Européens faisaient de l'esclavage en Afrique, ben, les Russes, en tout cas le tsar Pierre Ier, Pierre le Grand, a affranchi Abraham Hannibal, l'arrière-grand-père de Pouchkine, et il l'a fait pour des raisons politiques très claires. Il voulait faire la démonstration que les Africains n'étaient pas inférieurs aux Européens, qu'avec une bonne éducation, ils pouvaient être aussi bons et voire meilleurs. Et d'ailleurs, c'est le cas, puisque Hannibal était un génie, en fait, un génie militaire. Donc voilà, Hannibal, Abraham Hannibal, ou simplement appelé Hannibal, né en 1696, mort le 14 mai 1781, et ancien esclave, puisqu'il a été affranchi, militaire et commandant afro-russe, capturé en 1703 par des esclavagistes musulmans et abonné à Constantinople. Il y est acheté clandestinement pour le compte de Pierre le Grand. Devenu le secrétaire de l'empereur, il se fait remarquer par ses aptitudes intellectuelles et termine sa carrière comme général en chef de l'armée impériale russe. Il est l'arrière-grand-père maternel du poète russe Alexandre Pouchkine. C'est en 1996 dans un village baptisé Lagon, la capitale d'une province mineure d'Éthiopie, située du côté nord du fleuve Mareb.
Bon, blablabla, blablabla, mais il faut savoir il est venu en France. Les recherches de l'historien de l'Afrique, philologue et traducteur russophone Dieudonné Gdamankou, traducteur, historien et conférencier béninois, critiqué par le chercheur Alain Rouault, mais apprécié de ses collègues slavistes comme Jean Brouillard, et partiellement corroboré par les recherches détaillées du linguiste spécialiste des langues africaines Henri Tourneux, suggère qu'il viendrait plutôt du sultanat de Logon-Birni au Cameroun, au sud du lac Tchad, et aurait été capturé par le sultan Abdelkader des Bagueli, puis vendu à des marchands d'esclaves. Bon, cette partie-là, j'ai envie de dire, c'est pas, c'est pas le propos de la vidéo. Euh, alors, ce qui m'intéresse, c'est le passage. Voilà, ici, toute l'opération est menée par ordre de Pierre le Grand. Apparemment, Hannibal n'aurait pas été le seul garçon noir à être ainsi acheté, bien qu'il soit alors à la mode d'avoir des enfants noirs à la cour des monarques européens. Ce n'est pas cette raison qui guide le tsar, il vise un but éducatif. Les Noirs étant alors considérés en Europe comme non civilisés, voire comme des animaux, Pierre veut prouver que ses enfants sont aussi doués pour les arts et les sciences que leurs pères russes. Il semble, selon les témoignages de l'époque, que le tsar voulait, par l'expérience de l'intégration du jeune Abraham, démontrer pragmatiquement la supériorité de l'acquis sur l'inné. Les études peuvent permettre à quiconque, quelle qu'en soit la naissance, de s'élever dans la société et de servir utilement son pays. Ah, j'ai envie de dire Amen. Le tsar Pierre le Grand était éminemment plus avancé au niveau j'aime pas ce mot parce que ça veut dire tolérance, ça veut dire en gros on accepte, ok vous êtes toléré, non vous êtes autorisé, non, non, c'est une approche scientifique. Il a dit en faisant une expérience, il avait des convictions profondes, c'est un humaniste profond, qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'inégalité intellectuelle entre les, j'allais dire so-called, je parle anglais maintenant, entre les dites races, entre guillemets, et il l'a fait par l'expérience, il l'a fait par la preuve par l'exemple. Donc on peut penser ce qu'on veut, il l'a démontré. Et c'est pas le seul, et je ferai une vidéo sur Thomas Sowell, si vous ne connaissez pas et je vous intéresse, à vous intéresser à Thomas Sowell, si vous voulez voir d'autres exemples de ce style dans un pays plus moderne, enfin plutôt dans une période plus moderne aux États-Unis par exemple. Ok, donc il est baptisé à l'église, blablabla, de Vilnius, donc à Vilnius en actuelle Lituanie. Et Pierre le Grand, donc le tsar, était son parrain. Blablabla, blablabla. Voilà, formation en France. Il est venu en France. Il est venu en France. En 1717, à 20 ans, Abraham est laissé en France par son parrain Pierre le Grand, après son séjour où il accompagnait ce dernier, d'abord à Paris, mais possiblement aussi à Metz, envoyé par son professeur Bernard Forest de Bellidor. Né en Catalogne et mort à Paris. Ingénieur militaire français, afin d'y poursuivre son éducation dans les arts, les sciences et la guerre. Là, il apprend plusieurs langues et relève de grandes dispositions dans les mathématiques, notamment en géométrie. En 1718, durant la guerre de la Quadruple Alliance, il s'engage à combattre à sa propre demande. Donc c'est Abraham Hannibal qui a demandé à s'engager dans les armées de Louis XV contre celles de l'oncle de celui-ci, Philippe V d'Espagne, ce qui lui vaudra de recevoir finalement le grade de capitaine dans l'armée française. Et ça, est-ce que vous en avez entendu parler à l'école? Moi non, j'en ai jamais entendu parler. C'est un scandale. En 1719, Abraham Hannibal fut même blessé à la tête lors d'une opération de sapeur au siège de Fontarrabie, où il se comporta vaillamment et aurait même fini capturé par l'armée espagnole durant le conflit. En 1720, il parvient à étudier dans la nouvellement créée, février 1720, École royale d'artillerie de la Fère, aujourd'hui dans l'Aisne, par grâce spéciale ayant servi dans l'armée française et obtient le brevet d'ingénieur du roi en 1723. Il aurait repris ses études dans l'équivalente École royale d'artillerie de Metz après avoir été libéré de sa captivité en 1722, 2 ans après la fin de la guerre. C'est durant ce séjour qu'il adopte son nom en l'honneur du général carthaginois Hannibal. À Paris, il se lie d'amitié avec plusieurs figures des Lumières, qu'il s'agisse de Montesquieu, de Voltaire, se fait défendu par son biographe Hugh Barnes et néanmoins contesté par le critique Andrew Kahn. Voltaire appelle alors Hannibal l'étoile noire des Lumières. 1723, ce qui est curieux parce qu'il me semble que Voltaire, c'est celui qui avait dit comment Dieu a pu mettre une âme dans un corps tout noir. Mais je ne sais pas si cette citation est réelle ou pas. Après, en 1723, après 6 années passées en France, il revient en Russie
par la terre accompagné de l'ambassadeur russe à Paris, étant terrifié de le faire par voie marine. Il transmet les savoirs acquis notamment dans 2 gros volumes manuscrits présentés à Catherine Ier, alors devenue tsarine à la suite de la mort de Pierre le Grand. Son ouvrage s'intitule Géométrie pratique et fortification. Son premier tome est un traité de géométrie pratique et l'autre aborde le thème des fortifications. Ces manuscrits sont toujours conservés aujourd'hui dans la bibliothèque de l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg. Celle-ci fut d'ailleurs fondée en 1724 comme l'Académie attenante sur la base d'une collection de plus de 300 livres ramenés de France par Abraham lui-même. Ses multiples transmissions et traductions comme ses réalisations sur le terrain confirment son statut de Vauban russe ou d'arrière-grand-père africain du génie russe. Oui, voilà. Donc, pour venir à notre ami Zach Mwekassa, dont je vous recommande la chaîne, Zach Mwekassa, c'est pas du tout quelque chose qui paraît je sais même plus comment, dubuesque, on va dire ça comme ça, de surprenant que la Russie prenne la défense des anciennes colonies. Il faut savoir que de toute façon, historiquement, l'URSS, également, pendant la guerre froide, était, alors pour des raisons peut-être plus stratégiques, euh, encore que, comme vous l'avez vu, hein, alors tout le monde n'était pas Pierre le Grand, on est d'accord, soyons honnêtes, faut pas croire que la Russie c'était la patrie des bisounours, mais il n'empêche que il y a quand même l'histoire qui prouve que euh, les Russes, en tout cas les dirigeants russes, ont une vision beaucoup plus pragmatique de la compétence, de l'indépendance et de l'autonomie des gens, de la capacité des gens, à partir du moment où le respect est instauré, à partir du moment où on se base sur la connaissance et l'éducation. Il faut savoir que la Russie, et pour y être allé la dernière fois en 2020, jusqu'à janvier 2021, je peux vous dire que c'est un pays où l'éducation a une place très importante, c'est un pays où les enseignements, ils enseignent les choses fondamentales, les choses importantes, les mathématiques, les langues, l'ingénierie, les sciences, etc. C'est quelque chose qui est toujours, aujourd'hui, actuellement, important. Donc ce sont des gens beaucoup plus raisonnables et rationnels que les dirigeants actuels de l'Occident décadent. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous mets évidemment le lien de la vidéo en question où Zach Makassa rentre plus en détail sur les déclarations de Poutine, etc. Et je vous mets également le lien pour garder le contact pour ne plus être dépendant des plateformes, pour pouvoir s'organiser, parce que, eh oui, c'est bien beau de critiquer la décadence et compagnie, mais si on fait rien, eh ben, ça va continuer comme ça. Donc il faut s'organiser pour, j'allais dire, pour développer la résistance. À très bientôt.